donc nous allons essayer de continuer la Sougia de Shabbat Kouf Dalet Amud Aleph, qui étudie, qui analyse les lettres de la Torah, les 22 lettres de la Torah. Alors nous sommes arrivés à la lettre P. La Gemara dit P Kefufa, P Peshuta. Donc la lettre P s'inscrit dans les lettres qui ont des finales, comme nous avions vu dans le Nun et dans le Mem. Alors il y a le P Kafouf, ça veut dire le P qui est courbé, hein, c'est-à-dire celui qui est fermé. Et il y a le P Pshuta, c'est le P final, dont le côté droit de la lettre, il descend, comme le Kouf ou le Nun. Alors qu'est-ce que ça veut dire un P courbé et un P étendu? Dit la Gemara, P Patouar, P Satoum. Alors la lettre P, c'est, quand on la prononce, c'est-à-dire le mot P, composé des lettres P et He, ça veut dire la bouche. P, c'est la bouche. Alors, il y a la bouche ouverte et il y a la bouche fermée. Donc, le P courbé, c'est la bouche fermée, et le P étendu, donc il y a un long pied, c'est le P, c'est la bouche ouverte. Ça veut dire que dans la vie, des fois, il faut fermer sa bouche, et des fois, il faut ouvrir sa bouche. Ça, c'est un principe qui est bien connu. D'ailleurs, on voit bien, hein? C'est donc qu'il faut l'ouvrir. Voilà. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on parle, on nous dit tais-toi, c'est pas le moment de parler. Et quand on se tait, on dit pourquoi tu parles pas? Moi, je vois, j'ai ça, je me suis rendu compte de ça, que ce soit dans le Shalom Bayit, ou que ce soit dans l'éducation des enfants dans le Chidour. Et c'est souvent comme ça, des fois, même dans un chiour. On va faire dans tous les exemples. Des fois, dans un chiour, le Rav, il parle, il pose une question, et là, il parle. Il dit, tais-toi, que tu parles. Une seconde, je suis en train de poser une question, je suis en train d'élaborer une idée, tu parles au milieu. Une minute, c'est pas le moment de parler. Et puis, des fois, le Rav, il a dit, alors, vous avez rien à dire? Attends, quand on a parlé, tu nous as dit, tais-toi. Et puis, quand on commence à... Alors, on t'écoute. Puis, quand on t'écoute, tu dis, tu n'as rien à dire. Je ne sais pas si j'ai raconté l'histoire. Ici dans les vidéos du site de la Yeshiva, qu'il y a un Rav une fois, il va donc à la fin du mois, il paye l'Avrechim du Kollel, il va vers un Avrech et il lui donne l'enveloppe qui contenait la paye du Kollel. Alors le Rav il donne l'enveloppe à un des Kollelman, à un des élèves, il lui donne l'enveloppe. Alors le Avrech, un élève, il prend l'enveloppe, il dit remercie le Rav, il la met dans la poche, il s'en va. Le Rav, il appelle, il dit pourquoi tu comptes pas? Je sais pas, je fais confiance au Rav. Compter, si je compte, c'est que je te fais pas confiance. Bon, l'élève ne va pas faire confiance au Rav. Le Rav, il dit compte, on sait jamais. Peut-être que je me suis trompé. Je t'ai mis un billet de plus ou un billet de moins. Compte. Bon, l'élève, il est gêné, il dit non, je compte. Ok, alors, il ouvre l'enveloppe, il commence à compter, il dit ouais, le compte est bon. Razak, merci. Bon. Le mois suivant, il vient chez le Rav, il lui donne l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il fait l'élève? Il compte. Tu m'as dit le mois dernier de compter, je compte. Il va pour ouvrir l'enveloppe et compter. Le Rav lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit il lui dit je compte. Il dit pourquoi tu ne me fais pas confiance? C'est-à-dire comme ça. Si tu comptes parce que tu ne me fais pas confiance, c'est grave. Mais si tu comptes parce que j'ai peut-être fait une erreur, là tu as le droit. C'est-à-dire quel est l'objectif? Pourquoi tu es en train de compter cet argent? C'est la même chose. Moi, je vois dans le Shalom Bayit. Il y a des moments dans le couple, le couple, c'est l'art de la parole. Des fois, il faut parler. C'est le moment où il faut dire des choses. Et des fois, il ne faut surtout pas parler. Ça va qu'envenimer la situation, ça va que l'aggraver. Des fois, il faut, je m'excuse l'expression, comme on dit, des fois, il faut se la fermer. C'est la Gemara qui dit, paie ça tout. Des fois, il faut fermer sa bouche. Mais tu souffles, tu dis, j'ai quelque chose à dire. Ouais, pas maintenant. Reviens dans 2 heures. Dans 2 heures, tu dis, ouais, ça y est, j'ai oublié. Ah non, mais c'est maintenant qu'il faut le dire. Je le vois dans l'éducation, dans le chidour des enfants. Les enfants, quand on les appelle, ils ne répondent pas. Ou alors ils sont occupés, ou alors ils narguent les parents. Mais quand tu appelles l'autre, ils sont tous là. Je t'ai pas appelé, qu'est-ce que tu veux?
je t'appelle à lui. C'est-à-dire, qui est-ce qui a fait la bêtise? Ils sont tous là pour dénoncer celui qui a fait la bêtise. Mais quand c'est eux-mêmes qui font la bêtise, ils ne sont plus là. C'est-à-dire l'intéressé, il ne parle pas, et le non-intéressé, il parle. Donc ça, effectivement. D'abord, il faut admettre, pépatoire, pessatou. La question que tu demandes, quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut se taire, ça, c'est la question qui est en deuxième temps qu'on va voir tout de suite. Rachid, il va nous indiquer une bara qui répond, qui donne la définition, le moment adéquat de la parole. Mais déjà, il faut admettre qu'il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. Et ça, c'est pas évident. Autant il y a des gens qui parlent tout le temps. Il y a des gens qui disent, ça est dingue, ça suffit, je t'ai entendu. Il y a des gens qui parlent jamais. C'est tout aussi un problème pour celui qui parle tout le temps que pour celui qui parle jamais. L'art, c'est-à-dire le parler au bon moment, comme se taire au bon moment, déjà ça, il faut admettre. Si déjà ça, on admet, alors après, on va voir, deuxième question, alors quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler? Sur ça, il y a beaucoup de réponses. Ça va dépendre de la situation, par exemple, de l'état de la personne. Quand on est en colère, il ne faut surtout pas parler. Si moi maintenant, je suis en colère, il y a quelqu'un qui m'énerve, si je suis en colère, c'est surtout pas le moment d'aller lui dire quelque chose, parce que je vais le fracasser. Alors là, on va me dire, tais-toi. Reviens dans 5 minutes, dans un quart d'heure, quand tu seras calme, alors tu viens et tu lui dis ce que tu as sur le cœur. Par exemple, donc l'état de la personne. De même vice-versa. C'est-à-dire même celui qui est en face de moi. Moi maintenant, je suis en colère, je suis très énervé. Celui qui est en face de moi, il ne faut surtout pas qu'il parle, parce qu'il va m'énerver encore plus. Alors à l'autre, on lui dit aussi, tais-toi. Quand quelqu'un est en colère, personne ne doit parler, ni lui ni l'autre. Parce que quelqu'un qui est en colère, plus on essaye de le calmer, on dit, mais non, c'est pas grave. On aggrave la sauce. Donc on va dire qu'il y a l'état de la personne. Maintenant, il y a aussi le contexte. Il y a aussi, je dirais, la maturité, à qui je m'adresse. Il y a des choses qu'on ne dit pas à des enfants, il y a des choses qu'on ne dit pas à des adultes, il y a des choses qu'on ne dit pas à certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas une certaine sensibilité ou une certaine maturité. Donc ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Avant de dire, Rav Chaim de Volojine, il disait, c'est développé par Avolbé, il disait, avant de faire une remarque à l'autre, il faut s'assurer que l'autre, il va entendre ce que je vais lui dire. On a vu ça une fois dans la Torah, dans la remontrance. Ça veut dire, tout ce que je dis à l'autre, c'est pour qu'il l'entende. Si avant de lui dire, je ne suis pas sûr qu'il va entendre ce que je vais lui dire, alors je ne dois pas le lui dire. Puisque ce que j'émets par ma bouche, il faut que ça rentre dans l'oreille de l'autre. Mais si l'autre, il n'a pas d'oreille pour recevoir, pour entendre, je n'ai pas le droit d'émettre. Donc le problème, tu sais pas s'il t'écoute. Alors tant que je ne suis pas assuré, c'est ça qui tire après la logique, tant que je ne suis pas assuré qu'il m'écoute, il ne faut pas parler. Un autre exemple dans le Shalom Bayit, parce que j'adore le Shalom Bayit. On peut le faire aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme. Quand il y en a un qui appelle l'autre, une fois, à table, 10 fois, ou bien fais ci, fais ça. Toi, tu n'as pas entendu, puisque tu es dans une autre pièce, ta femme elle est dans la cuisine, toi tu es dans le salon, ou tu es dans le jardin, et en train de faire l'aspirateur, en train de faire de tondre le gazon. Ou tu as la musique à fond, et elle t'appelle. Elle vient au bout de la 10e fois, elle commence à s'énerver. Pourquoi tu t'énerves? Comment ça fait 10 fois que je t'appelle? Tu m'appelles. Tu rêves ou quoi? Tu m'as appelé 0 fois. Comme ça, les enfants aussi, ils nous disent. Non, tu m'as pas appelé 10 fois. Moi, j'en ai dit, tu m'as pas appelé 10 fois, tu m'as appelé que 2 fois. J'ai dit, combien de fois il faut que je t'appelle? 2 fois? Une fois, ça suffit pas. Une fois au moins, tu m'as entendu. Mais des fois, on est de bonne foi, on dit, là, excuse-moi, mais je t'ai pas entendu. Je dis, ouais, c'est ça, tu m'as pas entendu. 10 fois, je t'ai appelé. Non, mais quand tu m'as appelé, toi de ta cuisine, ou toi de ton bureau aussi ou ça, est-ce que tu t'es assuré si l'autre, il était en mesure, s'il était capable d'entendre? Peut-être qu'il est au téléphone. Peut-être que quand toi tu m'appelles, moi je suis au téléphone, donc j'entends pas ce que tu me dis. Donc, effectivement, et les peut-être, ils sont multiples. C'est avant de m'adresser à l'autre, je dois d'abord analyser son oreille, son sens auditif pour voir s'il est capable de m'entendre. C'est pas que l'oreille, c'est aussi la psychologie, c'est aussi l'état. Il faut analyser tout ça, effectivement. Si je ne suis pas sûr, c'est-à-dire si j'ai le moindre doute que peut-être quand je vais lui parler, il ne va pas m'entendre, je ne vais pas parler. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un rôle à jouer, que ce soit dans sa psychologie, dans ses midotes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un rôle à jouer pour faire qu'il m'écoute. Pour le rendre
C'est-à-dire, il faut déjà que le contenu de ma parole soit audible, et il faut que l'autre, il ait l'oreille pour entendre. Donc il faut s'assurer de tous ces éléments avant de parler. Mais là, on est dans l'oreille. Ici, la souga, c'est la bouche. Donc quand est-ce qu'il faut parler? Quand l'autre, il a une oreille. Et quand est-ce qu'il faut parler? Si j'estime que ce que je vais dire sera entendu. Sinon, il faut se taire. Ça, c'est une première définition. Donc, il y a plein d'éléments qui sont nécessaires pour adresser une parole à l'autre. Sinon, c'est un sourd de parler. C'est très dur, attention. C'est très dur. Parce que des fois, on n'en peut plus. Des fois, on a besoin de lui dire, on l'a sur la patate, on l'a sur la conscience, on l'a sur le cœur. C'est très dur. Je vais prendre un exemple extrême, que Dieu nous en préserve. Quand on va annoncer à une personne le décès d'un parent ou d'une personne, alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas on rentre à la maison, on fait « c'est ma chérie, un tel de ta famille est mort ». Non, mais là, c'est elle qui va mourir. C'est pas comme ça, on rentre à la maison, on est perturbé, mais comment je vais lui annoncer, c'est ça. Et je dis ça, la femme vis-à-vis de l'homme, ou bien envers un ami, il dit, tu sais, alors on prend des trucs où on dit, tu te rappelles d'un tel? Je dis, oui, je me rappelle, pourquoi? Non, tu te rappelles de lui et tout ce qu'on a fait avec lui? Oui, bien sûr, je me rappelle. Eh bien, alors là, il commence à se... Ben, dis-lui, il est mort. Là, si je lui dis comme ça, il est mort, c'est lui, il va crever. Et on dit pas, on n'annonce pas comme ça à la banquière. On prend des gants. On a compris que le contenu ici du discours, il est sensible. Alors, on va faire attention comment ça voyage de ma bouche à son oreille, et de son oreille à son cœur, à sa conscience. Ça, c'est un premier point. Ben, c'est devrait être comme ça dans toute chose. On n'aime pas un plat ou une situation aussi où on a besoin de dire quelque chose à l'autre, mais c'est comme si on lui annonçait la mort de quelque chose. Parce que finalement, quand on parle à l'autre, c'est pour lui dire qu'il y a un problème. Tout problème s'apparente à la mort. C'est-à-dire s'il y a l'absence, comme dit le Maharal, il y a l'absence de quelque chose. Mais même un compliment, c'est pas seulement comme ça dans le négatif, même dans le positif, un compliment. Lorsque la femme elle est occupée en train de faire le bain du bébé, toi tu viens, tu lui dis, tu sais, ce que tu as fait, c'était très bon. Mais elle t'a pas entendu. La preuve, c'est que 2 heures après, elle fait, t'as un pourri parce que t'as mangé, t'as même pas dit que c'était bon. Comment je te dis que c'est bon? Je suis venu, tu étais dans la salle de bain avec la petite, tu étais en train de laver le bébé, ou tu étais en train de lui changer les couches, je suis venu te dire c'est bon. C'est quand je suis en train de changer la couche des gosses, ou quand je suis au téléphone, ou je suis en train de faire ci ou ça, ou telle activité, tu vas me dire c'est bon. Pas, tu crois que je t'ai entendu? Mais bien sûr tu m'as entendu, tu as des oreilles. Non. Même un compliment, même une parole positive, il faut la dire, c'est important, mais il faut trouver le moment où l'autre, il sera sensible à ce que je vais lui dire. Donc il faut analyser tout ça. Mais elle est où la complicité avec ta femme? Ben, la complicité, c'est, si je comprends ta question, la complicité, ben, c'est de bien comprendre. Elle devine ce que tu vas dire. Alors ça, c'est encore mieux. Ça, c'est vrai. C'est très très intéressant ce que tu dis, parce que des fois, on n'a pas besoin de parler, l'autre, il a compris. Tu connais pas la blague de l'homme. Alors un homme, il mange, et puis de temps en temps, il dit à sa femme, c'était pas bon. Parce que des fois, ça arrive que c'est pas bon. Pas méchamment, il dit, alors elle lui dit, tu as aimé? Il dit, non, je suis désolé, j'aime pas. Elle lui a fait un plat, je sais pas quoi, il dit, moi, j'aime pas ça. Il lui a fait des pâtes, il aime pas les pâtes. Il va pas lui dire, oui, c'est bon. Il va pas lui dire, ah, c'est dégueulasse, il va pas lui faire la pâte, il dit, moi, j'aime pas les pâtes, qu'est-ce que je peux faire? L'autre, il aime pas les pommes de terre, l'autre, il aime pas les carottes. Alors quand c'est pas bon, il y avait un mari, et je crois qu'ils sont tous comme ça. Alors quand c'est pas bon, il dit c'est pas top. Autant la semaine dernière c'était génial, cette semaine c'est un peu fade, c'est pas bon. Alors la femme il dit attends je comprends pas. Chaque fois que c'est pas bon, tu me le dis. Mais quand c'est bon, tu me le dis pas. Pourquoi? Quelle est la différence? Il dit c'est très simple. Si je mange, c'est que c'est bon. Ça, si je te dis rien, si je t'ai rien dit, c'est que c'est bon. Parce que si c'est pas bon, je te l'aurais dit. Non, ça veut dire comme ça. La complicité, c'est de comprendre justement l'état psychologique ou l'état de l'autre. Est-ce que l'autre, il est maintenant dans un état où il y a de la place pour que j'introduise ma parole dans ses oreilles? Mais si je lui parle, tu rentres, il est tard le soir, il est minuit, il est 2 heures du matin, tu vas être satisfait que je te raconte la journée. Je dors, elle va s'énerver. C'est pas le moment. Reste un petit peu avec moi le matin, 5 minutes, on prend le café, on se raconte notre vie. Ou le soir, on va aller dormir, ou on va aller à la yeshiva, on va aller étudier, ou on va aller travailler. C'est quand l'homme il arrive à 2 heures du matin,
Si maintenant, je vais parler à ma femme. Raham, elle dort depuis 4 heures. Tu l'as réveillée au milieu de la nuit. Elle va t'envoyer une savate. Pas une patate, mais une savate. La complicité, c'est de bien comprendre. Si c'est dans le Shalom Bayit, la même chose si c'est dans le Chinuch avec les enfants, la même chose dans un Dvar Torah. Il y a des choses dans la Torah qu'on ne dit pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas en mesure d'entendre toute la Torah. Une certaine maturité, un certain contexte. Il y a des gens, il y a des rabbanim, ils appellent ça des rabbanim. Il y a des gens qui balancent la Kabbalah à tout va, tout vient. Chiour de Zohar. À qui tu parles? À qui on parle? Est-ce que les gens ils sont en mesure d'entendre ce qu'on va leur dire? Michal, pour moi, c'est une preuve que si je balance, un peu dans l'ordre d'idée du Nefesh HaChaim, qui dit après pneumologie, si je balance une idée à l'autre, alors qu'il n'est pas en mesure de l'entendre, c'est-à-dire que même moi, je n'ai pas compris ce que je suis en train de dire. Parce que si j'avais bien compris ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire si j'ai bien saisi la sensibilité de ma parole, j'ai attends une seconde, est-ce que l'autre, il a l'oreille pour entendre? Mais si je lui balance un truc, c'est que moi-même, je n'ai pas compris ce que je suis en train de dire. La même chose dans la Kabbalah. Tout va, tout vient, on balance la Kabbalah à tout le monde. Celui qui balance la Kabbalah, celui qui n'est pas en mesure d'entendre, c'est que celui qui est en train de l'émettre, lui aussi, il n'a pas compris. Donc la complicité, c'est est-ce que l'autre, il est en mesure d'entendre ce que je vais dire? Puis finalement, on va avoir la complicité avec l'autre, on va avoir la complicité avec soi-même. Est-ce que moi, j'ai compris? Parce que des fois, où est-ce qu'on est surpris? Quand on balance un truc à l'autre, on lui dit des fois, tu es l'air, tu es idiot. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? L'autre, ça le blesse. Toi, tu viens 2 heures après, tu fais qu'est-ce qu'il y a? Et tu m'as dit, je suis un idiot. Je t'ai pas dit que tu étais un idiot, je t'ai juste dit que tu étais un idiot. Mais je t'ai pas dit un idiot comme toi tu l'entends, c'est juste que j'étais énervé et je voulais te dire, écoute, c'est pas le moment. Ah non, tu m'as dit que j'étais un idiot. Alors là, on s'accroche au mot. On est soi-même surpris parfois des conséquences des mots et des paroles que j'ai rien dit. J'ai juste dit que j'étais un idiot. Ça va, c'est pas... Toi aussi, tu me l'as dit la semaine dernière. Cette semaine, moi, je te le dis. On est soi-même surpris. Ça, donc, avant d'émettre une parole, il faut être sûr que l'autre, il a compris. Et si je ne suis pas sûr que l'autre, il sera en mesure d'entendre ce que je vais dire, c'est que moi-même, je n'ai pas compris ce que je vais dire. Alors, je le balance. Moi, je crois que ça n'avait pas de sens. Ou ça a le sens que je croyais. Si on a bien compris quelque chose. La formule qui dit toute vérité n'est pas bonne à être dite, elle n'est pas juste. Toute vérité doit être dite, mais au moment opportun, à l'oreille qui convient, à la personne correspondante. C'est bien sûr que si je balance une vérité dans la rue, ça va faire du mal. Qui est-ce qui peut entendre la vérité? À quel moment, etc. etc. Donc il faut analyser tout ça. Mais Rachid nous dit qu'il y a des fois, il faut complètement se taire. C'est-à-dire, même si je me suis assuré que toutes les conditions de l'émission de la parole et de la réception de la parole sont présentes, des fois il faut se taire. Quand? Il dira, quand il y a quelqu'un de plus grand que toi. Je vais donner un exemple. L'élève devant le maître ou bien l'enfant devant les parents. Je suis en train de discuter avec mon père, obligatoirement de la Torah, même de la vie. Alors là, devant ton père et devant ta mère, dans la mitzvah qui Bouddhamen, c'est un exemple. Mais c'est comme ça aussi quand dans la ville, il y a des rabbanim. Aujourd'hui, les gens ils disent, qu'est-ce qu'ils disent les rabbanim? C'est pas comme ça qu'on parle. Ou bien on vient demander, quelle est la vie de la Torah? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Ah ouais, tout le monde se lève. La Torah dit tais-toi. Il y a quelqu'un de plus grand que toi. Il y a quelqu'un qui a plus de Torah. Il y a quelqu'un qui a compris l'enjeu de la Torah. Et que sa Torah est plus grande que la tienne. Et pourtant, ce que je vais dire, c'est vrai. Et l'autre, le public, il est en mesure d'entendre ce que je vais dire. Pourquoi je ne peux pas dire? Ça tourne. Alors, je peux passer ça tourne. C'est dans la caméra, c'est pas grave. Comment on va faire? Alors, salut. Alors, Bekitsu. Mais pourtant, ce que je vais dire, c'est vrai. Ce que je vais dire, c'est... Je sais pas, quelqu'un, il vient, il a une question. Il y a des dinim, il y a des sougiotes. On va le faire dans la Torah. Il y a des sougiotes, il y a du Shulchan Aruch. On vient, on demande une halakha. On est au Beth Midrash. Il y a quelqu'un qui vient et dit, j'ai un problème dans la vie. Et là, il s'est dit, tiens, je vais te régler ton problème. Même si c'est vrai que moi, j'ai la capacité de lui régler son problème, de l'aider. Et même si c'est vrai que l'autre, il va m'entendre. Mais si dans la pièce, ou dans la ville, là où je me trouve, il y a quelqu'un de plus
plus grand que moi, donc plus de Torah, une taille supérieure, alors je dois me taire. Je vais dire, excuse-moi, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, va lui poser la question. Ah, si l'autre, il t'envoie chez moi parce qu'il pense que moi, je serai plus à même de te répondre, ok, alors je te répondrai. Donc ça veut dire, ce qui va s'inscrire aussi dans les conditions pour dire quelque chose à l'autre, c'est est-ce que il n'y a pas quelqu'un à ma place qui aurait pu dire ce que je dis. Et s'il y en a un qui pouvait dire, parce qu'il est plus grand, s'il y en a un qui peut dire ce que je dis, alors j'ai peut-être pas le droit de le dire, parce qu'il est plus grand que moi. À la condition, il dit Rachid, et c'est là où on va jouer avec le vice et la subtilité de l'idée, à la condition que le plus grand, il parle. Mais si celui qui est plus grand que moi, on vient, on lui pose la question, il ne parle pas, alors moi, le plus petit, j'ai le droit de répondre. Donc on va dire comme ça, on va essayer de synthétiser. Encore une fois. Moi, je viens et je pose une question. Je rentre dans un Beth Midrash, ou bien dans la vie, les gens aujourd'hui, ils ont des grandes questions, la Shoah, Eretz Israël, et ci et ça. Une question. Je viens demander au Rav, est-ce que je dois faire la Aliyah? Ou bien je viens demander au Rav, est-ce que je dois étudier toute la journée au Kollel, ou mi-temps? Ou bien je viens demander au Rav, vous savez, j'ai un problème dans mon couple, je ne sais pas comment le gérer, ou bien dans le Chidour, quelle que soit la question que j'ai un problème, je viens consulter un Rav. Et à côté du Rav, il y a les élèves qui sont là. Alors je pose la question. Alors d'abord on dit à l'élève il dit, ah tiens, moi je vais te répondre. Il dit, chut. Il dit, mais j'ai quelque chose de juste à dire. Je le connais, c'est un ami, je le connais, je peux l'aider. Il y a quelqu'un de plus grand, tu te tais. La première chose qu'on lui dit, c'est d'abord, est-ce que tu es sûr que ce que tu vas dire, c'est juste? Et même si c'est juste, est-ce que tu es sûr que l'autre, il sera en mesure d'entendre ce que tu vas lui dire? Si je dis, non, moi je ne sais pas si je peux le dire, je ne sais pas si l'autre il va entendre, alors là c'est sûr qu'on lui dit tais-toi. Mais même dans le cas où l'autre il dit, mais je sais que ce que je vais dire c'est juste. Et je sais que l'autre il va m'entendre. Malgré tout, on lui dit, si, il y a quelqu'un de plus grand que toi. Alors on lui dit, tais-toi. Mais attention, il dit, il n'y a pas de problème, je me tais. Même si ça le ronge, t'imagines, il a envie de dire quelque chose. Tu te tais avec quelqu'un de plus grand. Mais si, moi, on va me dire, le petit, on va me dire, tais-toi. Ok, je me tais, il n'y a pas de problème. Mais si j'attends, et je vois que le grand, il ne parle pas, alors j'ai le droit de l'ouvrir. Et c'est là où va se jouer encore une fois la subtilité de l'idée, de la définition. C'est tous les petits qui parlent, c'est parce qu'ils se disent, le grand ne parle pas. Alors quand on se tourne vers le grand, on dit, c'est vrai que tu n'as pas parlé? Non, moi j'ai dit, mais personne ne m'a écouté. Ça veut dire, lorsqu'on permet aux petits de parler, à la condition que le grand ne parle pas, ça ne veut pas dire à la condition que le grand parle et dit des choses qui ne nous plaisent pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe malheureusement, c'est que des fois les grands de la Torah, les Chachamim, les Rabbanim, les grands rabbins, comme ils disent en France, ils disent des choses. Qu'est-ce qu'ils disent les fidèles d'une synagogue? Il y a un rabbin, il n'a rien compris. Donc c'est à nous de dire. Devant quelqu'un qui est plus grand, on ne dit pas il n'a rien compris. J'ai le droit d'aller le voir. De toute façon, la Torah n'est pas sclérosée, elle n'est pas fermée. Et le Rav il dit, puis tout le monde se tait. C'est pas comme ça, on n'est pas des moutons. On voit bien, sur tout le Talmud, toute l'étude, ben le Rav il dit, et l'élève il contredit, et il pose une question. Ok, c'est un débat. Mais lorsqu'il faut donner une décision, lorsqu'il faut donner une directive du clan d'Israël, lorsqu'il faut dire, voilà, les Juifs en France, il faut faire comme ça, ici et ça, c'est là ce qu'ils comprennent les rabbins. Alors là, on dit, tais-toi, parle comme ça. Ça, c'est la lettre P. La lettre P qui est courbée, c'est-à-dire que des fois, parce que même si on la dessine avec le doigt, hein, ça c'est un P. Ça, des fois l'autre on lui dit, tais-toi Bekitsu. Et des fois l'autre on lui dit, allez ouvre, c'est-à-dire élargis ton champ de parole. On avait déjà parlé un petit peu de ça, on avait déjà vu que savoir s'arrêter au bon moment. Je voudrais juste terminer avec une idée très forte qu'il a dit le Chafetz Chaim. Ça me rappelle. En développant le P ici, ça me rappelle une très belle phrase qu'il a dit le Chafetz Chaim, enfin qui m'a beaucoup plu. Lorsque il y a eu la première réunion de tous les grands Chachamim de la génération du Chafetz Chaim à Vienne, ils avaient appelé ça Agudat Israël. Agudat Israël, c'était la réunion de tous les rabbinim de l'Europe. C'était réunis à Vienne. Je réfléchis parce que j'essaie de me rappeler la date. Et si je ne me trompe pas, c'était en 1926.
Bon, j'ai oublié la date, il faudra vérifier à l'occasion. Alors il y avait là-bas tous les grands chachamim, tous les grands rabbanim, tous les grands admourim, de toutes les tendances de l'Europe de l'Est. Ils avaient fait une très grande réunion. À Goudat Israël, c'était la première grande réunion depuis le Sanhedrin peut-être, je ne sais pas depuis quand, où tous les chachamim comme ça d'une région du monde se réunissent. Il y avait des centaines de rabbanim pour parler de la situation du cas d'Israël, pour parler des problèmes communautaires, mais dans le sens européen. Étant donné que là-bas, il y avait des géonim, il y avait des grands chachamim, des grands savants de la Torah, il fallait désigner qui parle le premier. À l'unanimité, c'est raconté dans les livres qui racontent cette histoire, à l'unanimité, tous les chachamim, ils se sont tournés vers le Chafetz Chaim. Ils ont dit, toi tu parles le premier. Eux, ils ont dit, tu parles le premier parce que tu es Cohen. Le Cohen, il passe toujours le premier. Mais lui, le Chafetz Chaim, il a dit à son fils, il avait un fils, il s'appelait Rabbi Abraham. Il a dit à son fils, tu sais pourquoi on me donne tellement de kavod? Pourquoi on me respecte tellement? Pourquoi je suis tellement respecté et vénéré comme ça du Kahal? Et des chachamim qui reconnaissaient le Chafetz Chaim, ils disaient, mais il y a des chachamim qui sont plus grands que moi. Il dit, mais tu sais pourquoi moi on me respecte plus que les plus grands? Pour une seule raison. Parce que moi je respecte ceux qui sont plus grands que moi. Et notamment, il a dit le Chafetz Chaim, comme moi je recherche une seule chose dans ma vie, c'est le kavod shamayim, c'est le respect du ciel, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on me respecte. Et ça c'est une Mishnah explicite dans la Bible. La Mishnah elle dit, qui est l'être digne de recevoir des honneurs? Celui qui respecte l'autre. Mais de quel autre? Bien sûr, si je respecte mon père et ma mère, ou si je respecte mon rab, ou si je respecte mon supérieur, ça chazak, j'ai rien fait d'exceptionnel. Là-bas, les Mefarshim, ils expliquent, notamment le Maharal, c'est celui qui sait respecter celui qui est plus petit que lui. C'est le rab qui va respecter son élève. C'est les parents qui vont respecter les enfants. Dans le couple, celui qui se croit le plus grand, eh bien, celui qui va respecter l'autre qui pense être le plus petit. Dans la société, c'est la même chose. Ça veut dire, si chaque fois je dis, bon, je respecte celui qui est plus grand que moi, là, t'as rien fait d'exceptionnel. C'est normal que tu respectes le plus grand. C'est tout à fait normal. Ça peut-être que la Mishnah, peut-être qu'ici la Gemara, quand elle dit que lorsqu'il y a un plus grand dans la salle, il faut se taire, dans la salle, dans la ville, dans le pays, il faut se taire. Mais arriver à dire, c'est reconnaître, des fois c'est facile, dans la pièce il y a mon rave, c'est facile, c'est lui qui est plus grand que moi, c'est facile. Dans la pièce il y a mon père, c'est facile, il est plus grand que moi. Ouh, c'est pas si évident. Parce que si moi j'étudie la Torah et que mon père c'est un ignare ou un ignorant, c'est sûr que je suis plus grand que lui. Et comment on fait? Ouh, ça c'est un grand débat à l'Afrique, c'est une grande soubia dans le chasse. Comment on fait lorsque l'enfant il est plus grand que le père dans la Torah? Qui est-ce qui doit écouter qui? Le fils, il doit écouter son père, c'est normal, c'est son père. Mais le père, il doit écouter son fils parce que son fils, il est devenu son rave. Donc là, il doit écouter le rave, l'autre, il doit écouter le père. Ça, c'est des grands débats, ça, c'est les grandes situations où on a du mal à s'en sortir. Un peu échec et mat. Mais, si dans la salle, il n'y a pas mon rave, si dans la salle, il n'y a pas mon père et ma mère, si dans la salle, on est entre amis, par exemple dans un collège, dans une yeshiva, il y a des gens qui étudient. Alors on a quelqu'un qui vient et qui pose une question. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas mon rave, il n'y a pas mon père et ma mère, donc je suis le plus grand. À un moment donné, attention. Assure-toi que parmi tes amis, il n'y en a pas un qui est plus grand que toi. Et là, ça va se jouer. Ça veut dire, si je mesure 10 cm, et à côté de moi, il y a un géant qui mesure 20 mètres, c'est facile, il est plus grand que moi. Si je mesure 1 mètre, lui, il fait 2 mètres, il est encore plus grand que moi. Mais si je mesure 1,90 m, et celui qui est à côté, il mesure 1,91 m, alors là, il est à peine plus grand que moi. Et ça, c'est encore plus difficile. Ça, je ramène ça dans le couple. Encore une fois. Qui est-ce qui est plus grand? C'est une blague, il n'y a pas de plus grand. De toute façon, chacun il est grand dans son domaine. Non, mais à un moment donné, l'homme, viril, masculin, il dit, ah, ben, je suis plus grand, mais peut-être tu écrases. Non, non. Peut-être qu'elle n'est pas plus grande. Des fois, c'est pas peut-être, des fois, c'est sûr. Les Chachamim, ils n'ont pas de problème à dire que Sarah, elle était plus grande qu'Abraham en prophétie. Des fois, ça arrive. Et ça arrive bien plus que des fois, ça arrive souvent. Alors, si je dis à ma femme, bon,
C'est de deux choses l'une. Ou je t'écoute, parce que tu es plus grande que moi, donc là c'est évident que j'écrase, mais même si je suis plus grand, je vais reconnaître de toutes les façons qu'en toi, il y a quelque chose qui est plus grand que moi. La même chose, la Mishnah, elle dit dans Avot. Le Rav, il doit respecter son élève. Pourtant, c'est évident, c'est le Rav qui est plus grand. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver dans des situations où je l'ai vécu de très près, où on est venu poser des questions à des grands Chachamim de la Torah. À côté du Chacham, à côté du Rav, il y avait son élève, et le Rav, il disait, quand on venait lui poser la question, il disait, demandez à mon élève. Ou il se tournait vers son élève et il disait, dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est une grandeur inouïe. C'est facile de dire, je suis le Rav, c'est moi qui réponds. Non, à un moment donné, le Rav, c'est-à-dire celui qui est grand, il va reconnaître que dans celui qui est petit, il y a une grandeur. Alors là, il se... Voilà. Si déjà, on admet premièrement que des fois, il faut se taire, et que deuxièmement, il faut reconnaître, ça veut dire finalement, et on va se taire, on va finir là, finalement, avant de parler, il faut savoir exactement où est-ce qu'on se situe. Parce que si je parle, mais attendez, je vais vous répondre parce que je suis le plus grand. Alors là on va me dire, monsieur, taisez-vous, parce que t'es pas le plus grand, et des plus grands, il y en a une tonne qui sont bien plus grands que toi. Mais si l'homme il arrive à dire, je suis pas le plus grand, mais voilà ce que je pense, en toute modestie, en toute honnêteté, ou alors là on va dire, là, tiens, si tu reconnais qu'il y a un plus grand, alors étant petit, tiens, on va te parler. Mais si tu te prends pour le plus grand, alors on va te fracasser, on va te dire, monsieur, reste à ta place, et tais-toi.